fonctionne assez bien. Oui. C'est un patrimoine du cœur d'Envahi. Une série d'avants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous ici à Escale Habitat dans le cadre du festival Mixterre. Nous sommes très ravis de vous accueillir à l'occasion de cette conférence intitulée Diversité culturelle, facteurs d'intégration, d'éducation et de développement. Cette conférence va être introduite et animée par le professeur Yacouba Konaté, qui nous a fait l'honneur de venir de la Côte d'Ivoire avec, malgré son calendrier très chargé, pour effectivement partager avec nous nos préoccupations sur le plan effectivement thématique. Nous avons aussi l'honneur d'avoir à nos côtés Madame Marimbo, qui vient représenter l'ambassadeur M. Bassirou Hussein. Madame Bo est conseillère culturelle chargée des affaires culturelles à l'ambassade du Sénégal à Paris. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir M. Jean-Jacques Henriette, qui est administrateur de Centre Aidé, qui vient lui aussi partager avec nous cette question, cette dimension de l'expression de la diversité culturelle. Je le disais tout à l'heure, nous sommes accueillis dans ce cadre-là grâce au festival Mixterre qui est dirigé par M. Choukri qui est là et aussi l'ensemble des administrateurs du festival et l'ensemble des administrateurs de la Maison de Bégon avec sa présidente Christelle qui est là aussi, qu'on salue. Je ne vais pas aller loin, je vais juste donner la parole tout à l'heure à l'élu, l'adjoint au maire en charge des quartiers prioritaires. Je vais nommer M. Osgur qui est là avec nous, mais aussi saluer la présence du consul M. Amadou Diallo qui a voulu honorer par sa présence notre débat, notre conférence en quittant Paris pour venir partager avec nous. Nous voulons aussi ces remerciements aussi partagés avec M. Badousso qui est venu représenter la coordination, ce qu'on appelle la DES, la délégation des Sénégalais de l'extérieur et de l'ensemble, en tout cas des associations de la diaspora, avec une délégation qui vient aussi partager avec nous cette question dans la conférence. Donc je vais juste donner la parole à l'élu en charge de la ville, M. Osgur, qui nous reçoit ici et qui représente le maire de la ville pour effectivement son mot d'accueil de bienvenue. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mon cher Latsouk. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, oui, effectivement, je représente la ville de Blois, je suis le maire Marc Gréco.
Je salue la présence d'Annick Villenfin qui est en charge de la médiation culturelle. Je vais remercier aussi, alors pour le coup, je vais commencer par la présentation du projet, ou du moins de la conférence, même si c'est un ensemble qui est partagé au sein de Mixter, notamment le FIGAS, et cette conférence fait partie du FIGAS. Depuis maintenant 1 ou 2 ans, Madame la Présidente de la Maison de Bégon, la Maison de Bégon essaye de faire travailler, d'agrémenter, on va dire, Mixter, le festival Mixter. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est réussi parce qu'on a des festivaliers, mais pas uniquement sur de la musique. On a aussi des festivaliers qui viennent sur des conférences. Donc ça prend de l'ampleur et c'est très bien. Lorsque la présentation du projet a été faite dans le cadre de la politique de la ville où un financement a été demandé, moi j'ai retenu directement l'intitulé de la conférence, l'expression de la diversité culturelle, facteur d'intégration, d'éducation et de développement. Pourquoi? Parce que ça me parle, parce que je suis aussi issu de la diversité et forcément c'est quelque chose qui nous parle et effectivement la culture c'est de l'intégration. La culture au sens large comme au sens enfin là on peut parler de la culture populaire, de la culture musicale, la culture toute forme de culture, et c'est quelque chose qui me parle. Et puis ça a aussi son importance parce que pour le coup ça permet aussi de travailler avec différentes associations et sur ce projet-là, Afrique Consult a travaillé avec l'appui bien entendu des services de la ville, notamment l'espace du projet de la citoyenneté, la Maison de Bégon, que je remercie encore une fois, Escale et Habitat, à travers son directeur, et on est chez eux ici, nous accueille, et les différents partenaires des autres associations aussi qui sont impliqués dans cette organisation, et c'est quelque chose de très fort et qu'il faut souligner parce qu'aujourd'hui, on peut que être demandeur d'une synergie de diverses associations qui participent un peu à la vie de tous les jours, quoi. Vous êtes acteur de la ville et en proposant des projets comme ça, et la ville, la soupe, c'est très bien que la ville soutient beaucoup d'événementiels, beaucoup de structures, d'associations. Et donc c'est quelque chose de très 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 positif, en espérant que les débats soient animés et qu'ils puissent un peu nous sortir un peu des débats ordinaires. J'ai eu l'occasion de participer à un séminaire de s'entraider qui avait lieu ici avec Tony Van Lausin qui est de Châteauroux où effectivement on parlait beaucoup de diaspora, on parlait un peu beaucoup de choses justement, de tout ce qui est culture, mais culture du monde, culture des autres horizons. Donc merci à toi Latsouk, merci à tous les participants, partenaires, en espérant que vous passiez une bonne conférence. Merci. Merci Osgur, merci beaucoup encore à toutes et à tous. Merci, je dirais, à toutes les associations, membres du collectif avec qui nous avons porté ce projet. Et je ne vais pas les citer tout à l'heure, peut-être à la fin je me permettrai de les citer. Je vais passer la parole directement au professeur Yacouba qui va effectivement introduire et démarrer la conférence. Et bon échange à toutes et à tous. Merci Ndiaye. Je voudrais, avant de passer la parole à Madame Mbao, qui est à ma droite, vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de nous rencontrer ici. Je dois dire à titre privé que Ndiaye et Yon sont pour moi de jeunes petits frères qui m'apportent un appui conséquent dans la mise en œuvre de la manifestation dont j'ai l'honneur d'être le coordinateur principal, qui s'appelle le MASA, le marché des arts africains du spectacle. Donc pour moi, c'est un retour de service ou un retour d'assistance que je fais dans la mesure où je peux témoigner de la qualité de l'engagement que leur présence m'apporte régulièrement dans la mise en œuvre de cet événement qui, tous les 2 ans, rassemble à peu près 2000 festivaliers, artistes et professionnels. Je voudrais remercier également les autorités de la ville, notamment Monsieur le maire, et tous ceux qui ont facilité l'ouverture de cette plateforme.
Je pense que c'est une plateforme utile et que tous ensemble ici, nous allons le démontrer. Mais nous sommes plusieurs à la table et je voudrais donner la parole à Madame Mbow, que j'ai le plaisir de rencontrer à nouveau ici, parce qu'à Dakar, nous avons déjà eu à travailler sur différents dossiers. Nous nous connaissons depuis le cœur de la Biennale de Dakar. Et pour moi, ça a été une très belle surprise de la retrouver ici. Et je voudrais, sans plus tarder, lui donner la parole pour son mot introductif. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, moi j'avoue aussi que c'est un plaisir et un honneur de venir à Blois. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue à Blois. Je crois que j'ai dû venir à Blois lors de visites scolaires pour voir le château. Donc il y a très très longtemps. Mais je n'en ai retenu que du bien avec les autres châteaux de la Loire. Alors, effectivement, ça me fait plaisir aussi de retrouver donc, le professeur Konaté, que j'ai aussi connu à Dakar à l'époque où j'étais en poste au musée d'art africain. Ceci pour dire que j'ai une carrière dans la culture qui a débuté il y a très très longtemps. Et actuellement, donc, je suis ministre conseiller chargé des affaires de la culture à l'ambassade du Sénégal. Donc l'ambassadeur Bassirou Hussein m'a dépêché auprès de vous pour venir manifester son soutien donc, à la manifestation, ainsi qu'à nos compatriotes qui, partout où ils sont, vraiment œuvrent pour la cohésion sociale, pour le mieux-être ensemble, et aussi les élus, parce que les élus, notamment, sont les représentants de l'État, sont les représentants des populations, et ils ont donc un rôle important au niveau de l'action culturelle, tout en sachant que cette action culturelle est aussi un acte vraiment social. Ça fait partie des politiques sociales. Donc la France a une politique culturelle extrêmement forte dans le domaine de la culture. Elle a aussi voilà, une politique de cohésion sociale aussi, qui est peut-être remis au bout du jour à travers les différents événements que nous vivons actuellement, et notamment pour les jeunes générations. Donc je pense que c'est aussi important que voilà, vous soyez déplacés un dimanche pour venir assister à cette conférence. Je pense que c'est très important. Donc le Sénégal a une politique culturelle qui est forte, peut-être moins forte que la France parce qu'effectivement on a moins de moyens. Actuellement se déroule la Biennale de Dakar, qui est un événement qui au départ a été encouragé par le ministère de la Culture française. Donc quand on parle de ministère de la Culture en France et d'action pour la culture, on pense à Jacques Lang, évidemment, qui a été voilà, en tout cas qui a fait quelque chose de marquant dans ce domaine-là avec d'autres. Donc la Biennale se déroule aujourd'hui à Dakar, et Dakar apparaît de plus en plus comme une espèce de place incontournable, en tout cas pour tout ce qui est les arts plastiques en Afrique. On a là donc quelques compatriotes qui sont à l'œuvre. Vous voyez vraiment un tableau en train de se faire. Donc je le remercie et j'apprécie. Et je remercie donc toute cette assemblée d'être venue. Et voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je remercie aussi la délégation de l'ambassade, le consul général qui est venu, ainsi que messieurs les représentants donc, de l'APR. Voilà, et donc je les remercie d'être là. Et je remercie aussi, permettez-moi de remercier tous nos compatriotes, femmes et hommes qui se sont déplacés pour venir écouter cette conférence. Ainsi que tous les membres des associations, parce qu'effectivement, il est important que voilà, nous apprenions à nous connaître, nous apprenions à travailler ensemble, nous apprenions à mutualiser nos efforts et nous apprenions à développer toutes sortes de synergies entre nous pour un meilleur épanouissement de tout un chacun. Et surtout, je pense beaucoup aux générations futures, à celles de nos enfants. Merci. Merci Madame Bao, merci pour cette conclusion qui est une adresse qui nous touche tous dans la mesure où ça concerne nos enfants. Je voudrais sans d'autres commentaires passer la parole à Monsieur Jean-Michel Henriet du réseau Centrader. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci d'avoir demandé à Centraide de participer à cette réunion. J'ai écouté dans les interventions précédentes des mots qui nous parlent beaucoup à nous à Centraide, et je vais vous présenter ce qu'est Centraide. Le mot de mutualisation, le mot de vivre ensemble, le mot de connaître l'autre, des expressions qui, pour nous, ont une grande importance. Alors, s'entraider, c'est une association un petit peu particulière. Je dis toujours s'entraider, nous, en tant qu'association, nous ne menons aucun projet par nous-mêmes. Nous ne sommes pas directement impliqués dans un projet, ce qui peut surprendre. Mais par contre, nous aidons les associations à mener des projets. Le rôle de s'entraider, c'est une association qui a 17 ans maintenant, donc qui commence à arriver vers l'âge adulte. C'est une association qui s'est formée pour... le nom qu'on lui donne plus communément, c'est un réseau régional multi-acteurs dans tout ce qui est le domaine de la coopération et puis de la solidarité internationale. Alors, réseau régional. Ça veut dire que l'un des objectifs de s'entraider, que nous menons depuis 17 ans, c'est d'essayer d'abord de répertorier tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la coopération internationale, de la solidarité internationale, de l'éducation à la citoyenneté mondiale, tous ceux qui, parfois de façon très minime, avec de peu de moyens, essaient de faire quelque chose au niveau régional. Il y a de petites structures, il y en a de plus grandes, il y en a de plus importantes, mais on fédère toutes ces associations. La deuxième chose, quand on dit multi-acteurs, c'est que ces acteurs, ils sont multiformes. Il y a certes des associations de développement, dont c'est, je dirais, l'objectif premier. Il y a des collectivités territoriales qui, dans leur politique, ont une direction ou une partie de direction qui s'occupe ou qui mène des projets dans ce domaine. La ville de Blois est un exemple, mais la région en fait, certains départements en font également et d'autres communes en font également. Il y a également tout ce qu'on appelle les OSIM, qui font partie des associations, si vous voulez, c'est-à-dire en fait la présence de personnes qui sont restées en contact avec leur pays d'origine, font partie également de s'entraider. Ça nous donne un ensemble assez hétérogène. Il y a des acteurs également de l'activité économique, l'économie solidaire par exemple, l'économie circulaire, donc qui essaient de mener des projets de coopération, de développement collectif à ce niveau-là. Ça nous donne à l'heure actuelle, au niveau de s'entraider, un réseau qui, au niveau de la région, regroupe à peu près 1000 acteurs différents. Donc un réseau qui est quand même relativement important. Alors, soyons honnêtes, 1000 acteurs, ne signifie pas que ce sont 1000 acteurs qui sont totalement actifs. Bon, il y a des acteurs qui se renouvellent, qui disparaissent, il y a toujours une mise au point qui est faite, mais c'est quand même une force, déjà, ce réseau de multi-acteurs. Maintenant, quel est le but que l'on vise? Identifier est une chose, mais pourquoi s'entraider a-t-il été formé? Et ça, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ce mot mutualiser. On s'est rendu compte depuis des années que, surtout les petits acteurs, travaillent comme ils peuvent, avec parfois énormément de bonne volonté, mais ont des moyens qui sont très limités, une information qui est très limitée, un accès à des sources de financement ou d'autres éléments très limités, et que finalement, notre rôle à nous de s'entraider, c'est le rôle premier, c'est de les aider. Le rôle de s'entraider, il est là, c'est aider tous les acteurs qui mènent des projets de développement, solidarité internationale, sur les thématiques du vivre ensemble, sur les thématiques finalement de la connaissance de l'autre, sur le plan culturel, sur le plan agricole, économique. On a tous les domaines, si vous voulez, sur lesquels nous pouvons intervenir à ce niveau-là. Ça, c'est notre rôle premier. Les aider comment? Les aider, il y a plusieurs façons de les aider. Leur fournir de l'information. L'information, elle passe soit par... nous avons des bulletins de liaison, nous avons 2 bulletins par an. On traite d'un certain nombre de thèmes, sur une quarantaine de pages, on en tire à 1000 à 1500 exemplaires, et qui sont distribués donc aux acteurs qui font partie de s'entraider, qui abordent une thématique. Il y a eu, c'était en 2016 je crois, un numéro qui a porté justement sur l'échange culturel. Donc
il y a une présentation générale par un certain nombre de, on va dire, spécialistes de ces thématiques, et puis un certain nombre d'autres articles qui sont du vécu, du quotidien. Moi, telle petite association, ben voilà ce que je fais. Les faire connaître en même temps, si vous voulez, les valoriser aussi dans ce qu'ils font. Et on distribue ce type d'informations. Nous avons un bulletin également mensuel où il y a une thématique qui peut être reprise, des informations qui peuvent être portées à leur connaissance sur, par exemple, la manifestation qui se déroule à Blois, qui peut être connue sur toute la région par notre canal, ça se fait, ou d'autres manifestations. Nous avons aussi, alors là c'est beaucoup plus important, on les aide à finaliser ou à bien structurer leurs projets. On se rend compte qu'il y a des associations qui ont plein d'idées, mais qui sont démunies, qui ne savent pas, ne serait-ce qu'au point de vue administratif, au point de vue financier, au point de vue, si vous voulez, des partenariats à créer, sous quelle forme, etc., qui ne savent pas comment faire. Alors, nous avons dans notre association 6 salariés. À l'heure actuelle, c'est déjà quelque chose de relativement conséquent. Et nous avons des salariés qui sont, entre guillemets, spécialisés dans l'aide à apporter aux associations pour avoir des projets qui soient viables, qui soient effectifs, et qui finalement arrivent à quelque chose de concret, dans tous les domaines également sur lesquels cela peut porter. Nous avons également, et ça c'est une idée que nous avons toujours, et elle était évoquée tout à l'heure, mutualiser. Mutualiser, c'est-à-dire que les associations, nous avons en moyenne, sans trop me tromper, je vois, 3 à 4, disons une bonne centaine de projets par an qui sont portés à notre connaissance et que nous suivons. Bon, parfois, le suivi porte sur quelques heures parce que le projet est déjà bien élaboré. Parfois, il faut tout reprendre depuis la base. Mais une centaine par an, c'est à peu près la norme, si vous voulez, le rythme de croisière que nous avons. Mais ce sont des projets souvent individuels, une association. Et on aimerait bien, mais ça, j'avoue qu'on a beaucoup de difficultés sur ce plan-là, à dire, mais attendez, votre projet, vous êtes sur telle région, sur tel thème, mais il y a telle autre association qui est pas loin, sur un thème proche, ou qui peut être complémentaire du vôtre, pardon. On pourrait avoir une sorte de, de mutualisation régionale sur un espace régional beaucoup plus précis. On essaie donc de mutualiser le plus possible ce genre de formation que nous pouvons avoir. On y arrive, mais je reconnais que c'est un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits, mais qui demande continuellement de revenir à la charge, alors que c'est quelque chose qui est important. Et puis un dernier élément que j'évoquerai au point de vue de s'entraider, c'est un petit peu l'évolution qui a été prise depuis quelques temps. S'entraider au départ était, et toujours d'ailleurs, financé, notre financeur principal c'est la région, financé également par l'État, par le ministère des Affaires étrangères, et au fil des années, je dirais que le champ de travail de s'entraider s'est diversifié, s'est ouvert. Nous avons déjà développé des contacts avec d'autres réseaux régionaux qui pouvaient exister au niveau, par exemple, de l'éducation populaire. Nous sommes en travail, en contact permanent avec eux ou avec d'autres structures jeunes qui peuvent exister dans la région. Nous avons également des contacts de plus en plus avec d'autres réseaux similaires qui se sont créés dans d'autres régions. Nous ne sommes pas seuls. Il y a, à l'heure actuelle, 11 réseaux régionaux construits sur le modèle de s'entraider. Il n'y a que l'Île-de-France, bizarrement, qui n'a pas de réseau. Toutes les autres régions actuelles ont un réseau. Les objectifs sont à peu près similaires. Il y a maintenant une sorte de réseau, des réseaux, si vous voulez, qui est en train de se constituer, avec une banque des associations qui travaillent au niveau national. Ce qui nous donne un poids supplémentaire vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'État, déjà. C'est-à-dire du financeur, l'AFD en particulier, le ministère des Affaires étrangères, et puis également dans des projets européens qui peuvent avoir un rapport avec la coopération internationale, la solidarité internationale. Ça nous permet d'être un interlocuteur qui est de plus en plus écouté, en tant que s'entraider ou en tant que faisant partie de cet ensemble de réseaux. Alors tout ça c'est des généralités, hein, je m'en excuse, mais c'est pour comprendre un petit peu ce qu'est s'entraider, le travail qui est mené. Maintenant, nous avons à l'heure actuelle, si on veut, sur des exemples un peu plus précis, nous soutenons des projets de solidarité, des projets sur le vivre ensemble en particulier. Un domaine que nous essayons de développer beaucoup, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'ETSI, qui est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Parce que je pense qu'effectivement, c'est au niveau des jeunes.
il faut qu'on porte l'action, vous avez raison de le souligner. C'est au niveau des jeunes qu'il faut leur faire saisir les différentes facettes, les différentes cultures qui existent, qu'ils aient cette connaissance de l'autre finalement. Et on essaie de monter, avec des associations, des projets. Nous avons un projet, par exemple, pour vous donner des exemples. Dans le Cher, à l'heure actuelle, nous essayons de monter un projet d'éducation à la citoyenneté avec l'éducation nationale d'une part, et avec les associations de développement de solidarité internationale du Cher, pour qu'elles puissent intervenir alors, sur des thématiques comme les rapports hommes-femmes, l'égalité, sur la justice, il y a un certain nombre de thématiques qui peuvent exister, qu'elles puissent intervenir au niveau de ces écoles. C'est un projet qui est en cours, qui demande du temps. Rentrer dans l'éducation nationale n'est pas chose facile, mais petit à petit, cette expérimentation fait son chemin. Nous soutenons également des projets, un autre dans le Cher, par un ancien proviseur de collège, enfin, qui était à la tête d'un collège, qui fait des échanges scolaires avec l'Inde. C'est-à-dire qu'il a construit, et d'une façon très détaillée, avec le soutien de Centre-Aidé, toute une organisation où, chaque année, il y a une trentaine d'élèves de son collège qui vont en Inde, c'est en Inde du Sud, avec toute une préparation, hein, ils ne vont pas en touriste, absolument pas. Donc il y a tous les profs intéressés, les professeurs d'anglais, parce que bien entendu il faut parler anglais, les professeurs d'histoire-géographie, tous ceux qui peuvent expliquer sur la culture de l'Inde. Donc ils y vont en connaissant de cause, ils vont en Inde, ils sont dans des familles, ils ne sont pas, si vous voulez, dans le collège, ils sont dans des familles, ils vivent dans des familles, des expériences très riches quand ils reviennent. Ils ont un compte-rendu à faire de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont connu, et qu'ils doivent retransmettre à ceux qui sont restés dans le Cher, qui n'ont pas pu y aller. Donc il y a tout un effort, si vous voulez, de synthèse qui est à faire de leur part. Et il y a l'inverse, c'est-à-dire il y a l'équivalent d'élèves d'Inde, de cette région d'Inde du Sud, qui vient dans le Cher, et qui est également dans des familles. Donc là, l'échange fonctionne depuis des années. Et le collègue qui s'occupe de ça me dit mais qu'il a des élèves qui étaient en perdition dans son collège, qui ne savaient plus ce qu'on allait en faire, qu'il a motivé, qu'il a impliqué, qui ont pris des initiatives, et qui sont repartis et qui ont réussi, d'une façon très bonne, leur scolarité, et puis même leur vie par la suite. Il y a eu un déclic qui s'est créé. Donc ça, c'est des soutiens également, où nous travaillons avec eux. Eux, on avait une bonne connaissance, le travail a été assez simple avec eux. Il y a la même chose qui se fait, par exemple, également, avec l'Afrique, avec un lycée de Joué-les-Tours, où il y a ces échanges scolaires qui existent. Et c'est des exemples où nous, en tant que Centre-Aidé, nous pouvons aider des associations, parce qu'on a un certain savoir-faire, on sait à qui s'adresser, on peut avoir des contacts avec d'autres personnes ressources également, on peut faciliter la tâche, si on veut, à ce niveau-là. On a tout un axe qui se développe beaucoup à l'heure actuelle et qui va dans le même sens, sur la mobilité des jeunes. On travaille beaucoup à l'heure actuelle dans ce domaine-là. Alors, on travaille avec des associations, avec des structures régionales, d'éducation populaire ou autres, par exemple. Et la mobilité des jeunes, en partant de cette idée qu'il y a des jeunes qui sont mobiles, ils ont les moyens de le faire, ils peuvent le faire, tant mieux. Mais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas les moyens, et en particulier les jeunes ruraux qui sont éloignés, qui ne savent pas, finalement, ils n'ont peut-être même pas idée, qui ne savent pas par quel canal passer. Et il y a eu une expérimentation qui a été montée dans l'année 2016-2017, avec le soutien de la région, sur un certain nombre de communes qui avaient été répertoriées, si vous voulez, sur le plan régional, pour toucher des jeunes, leur fournir de la formation, leur donner des formations, les inciter à partir et les suivre dans les départs ou dans les projets qu'ils pouvaient avoir. C'est un projet qui a bien fonctionné également et qui procède toujours de cette idée qu'ils ont vu d'autres cultures, ils ont vu d'autres façons de vivre, ils se sont coltés à d'autres mondes finalement, les amener à réfléchir, à faire un retour sur eux-mêmes ensuite lorsqu'ils reviennent. C'est ce qui a été développé. On travaille beaucoup également sur un autre plan avec les associations. Ce qu'on essaie de développer, c'est ce qu'on appelle les services civiques à l'international. Les services civiques, c'est une chose qui s'est développée, il en existe que les associations peuvent utiliser, ces services civiques.
s'entraider à ce niveau-là à un label régional qui permet à toute association qui va avoir un service civique, qui est entre guillemets normal, c'est-à-dire le monde international, on peut l'aider, c'est-à-dire c'est nous qui faisons la démarche, c'est nous qui faisons tous les papiers nécessaires. C'est parfois un petit peu contraignant, et les associations n'ont pas toujours les moyens ni le temps de le faire, ça passe par nous. Mais on développe beaucoup à l'heure actuelle des services civiques internationaux. Pourquoi? Pour la même raison, si vous voulez, c'est que nous avons à l'heure actuelle, par exemple, un service civique à s'entraider, donc que nous avons pris nous, à l'international, qui est là pour 8 mois, et qui, dans le cadre des projets éducatifs qui peuvent avoir lieu, va dans un certain nombre de lycées et de collèges, et discute avec les collégiens ou avec les lycéens de sa façon de vivre, des traditions, de ce qui le surprend en arrivant également en France. Et ce sont des contacts mais qui sont vraiment fructueux à ce niveau-là. Alors nous avons développé, il y a un projet qui va se terminer au mois de juin de cette année, qui a été monté également avec l'aide de s'entraider. Encore une minute, c'est parfait, je suis calme. Encore un projet qui a été monté donc avec s'entraider pour développer des services civiques internationaux, une dizaine de services civiques avec l'aide de la région, des services civiques qui viennent d'Allemagne, du pays tchèque, du Maroc, je crois également, et qui ont une formation ici, sont dispatchés ensuite dans un certain nombre de pays européens, reviennent ensuite pour faire un petit peu le bilan de tout cela, donc faire cette mobilité qui puisse exister. Voilà quelques facettes de l'action de s'entraider. Ce que je dirais simplement, c'est que s'entraider au niveau régional, c'est un interlocuteur qui est pour toute association, quelle qu'elle soit, surtout pas se priver, avoir peur de les contacter. Nos 6 salariés sont au contraire seront heureux de vous aider si besoin est dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Henriet. Je pense que tout le monde aura remarqué que le nom de son association, c'est S'entraider et non pas autre chose. Et je pense que c'est une démonstration concrète d'un cas pratique d'action pour l'expression de la diversité. Alors tout à l'heure, la parole vous reviendra pour éventuellement intervenir sur ce qu'il a dit. Maintenant, je voudrais, avant de me donner la parole, et tenter de rester également dans le cadre des 15 minutes qui me sont imparties, remercier à nouveau les autorités locales, tous les élus représentant ici le maire de Blois. Je voudrais remercier également le directeur de la maison de Bécon, M. Chokri. Remercier monsieur, chez nous on ne dit pas monsieur, on dit l'honorable Dembasso, député des Sénégalais de l'extérieur en France. Remercier M. Amadou Diallo, consul général du Sénégal à Paris. Remercier M. Badousso, coordonnateur adjoint de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Et remercier tous les représentants des collectifs d'associations qui participent à Africonsul et qui participent aussi à Mixter, et remercier tout le public et tous les bénévoles qui donnent de leur temps et d'eux-mêmes pour la réussite de l'événement qui nous rassemble ici. Maintenant, je voudrais, comme je disais tout à l'heure, me donner un temps de parole. Je commencerai par dire que le thème central de l'exposé qui m'a été demandé, c'est la diversité culturelle. Et pour plusieurs d'entre nous, ce terme renvoie de manière très précise à l'UNESCO, une institution dont Mme Bao est un peu ici, j'allais dire, je ne trouve pas la bonne expression, mais je pense au rôle historique que son père a joué dans la vie de cette association, M. Amadou Marta Ambao, qui a été le plus haut représentant de l'UNESCO pendant longtemps et qui a permis à des gens de ma génération de mieux comprendre cette institution et de continuer le dialogue avec lui. Je voudrais vraiment lui rendre hommage ici pour tout le temps qu'il continue à consacrer à la discussion avec les jeunes. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Rabat l'année dernière
Et il a pris le temps de m'expliquer tout le moment de la guerre à Dakar. On n'a pas les... Moi, je savais... Voilà, il a 95 ans. Je ne savais pas que la Deuxième Guerre mondiale avait été aussi manifeste en Afrique. Mais il m'a expliqué qu'il y a eu des bombardements. Il y a eu des moments où les avions allemands planaient au-dessus de Dakar. Il m'a expliqué tout cet engagement et toute la part active que les gens de sa génération ont pris dans ce moment important pour l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la modernité tout court. Pour l'UNESCO, vous savez que depuis le 11 septembre 2001, il y a une convention de la diversité culturelle qui a été adoptée par l'unanimité des membres. Et depuis lors, c'est un texte qui nous oblige un peu tous. Et c'est un texte qui est intéressant parce que c'est un plaidoyer en faveur du dialogue interculturel. J'insiste sur le interculturel parce que j'insisterai. Mais avant, je voudrais juste donner quelques éléments pour contextualiser un peu la période de 2001. Je pense qu'on se souviendra ici que 2001, c'est un peu la fin de la guerre froide. C'est la période de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin. À partir de ce moment, on sait qu'il y a des angoisses qui ont été d'ailleurs répercutées par certains analystes, certains politologues, philosophes. Je pense au grand texte de Huntington qui a fait beaucoup, qui a été l'objet de beaucoup de commentaires, le choc des civilisations, parce que avec la fin de ce qu'on appelait les grandes idéologies, aucun pressentait un choc des civilisations à partir de la barre d'opposition des religions. Je ne sais pas si on peut leur donner entièrement tort, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été un peu prémonitoire dans ce type de texte, parce qu'en même temps où on se rappelle que Fukuyama annonçait ce qu'il appelait la fin de l'histoire. Donc c'est vraiment une période critique au plan de la pensée, mais critique aussi au plan des interrogations que le monde se posait. Mais évidemment, 2000, les années 2000, c'est, comme vous vous en souviendrez, l'avènement du numérique. À l'époque, on parlait des nouvelles technologies de l'information. Maintenant, on ne dit plus nouvelles parce que ça vieillit. On parlait des industries culturelles et puis la globalisation se présentait avec des effets massifs. Et par exemple, au plan de la culture, on a assisté tout doucement au démantèlement, j'allais dire complet, au démontage de toute l'économie de la musique. Je veux dire que les années 80 à 2000 ont été pour l'Afrique un moment d'expression culturelle très très fort, dans la mesure où c'est la période où les Manu Dibango, les Mori, Kanté, les Relema s'installent en France pour de bon. Et c'est la période où il y a SOS Racisme qui fait des manifestations qui permettent à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de toutes les populations françaises qui se sentaient concernées par le combat pour la diversité, de faire des manifestations monstres, je veux dire en termes de capacité de mobilisation. C'est vraiment toute la France multiraciale qui descendait dans la rue pour demander, pour se battre pour l'égalité des chances entre les différentes composantes de la communauté nationale. Et on se souviendra aussi de cette grande conférence de l'UNESCO qui s'appelait Mondial Culte, qui intervient dans la même période. Alors, je pense que si je veux évoquer toute cette période, on n'en finira pas, mais je m'en voudrais de ne pas citer quand même le moment de l'avènement des radios libres qui interviennent dans cette période, avec aussi à la clé, tout à l'heure Madame parlait de Blois, avec Jacques Lang, je pense, qui a été maire ici pendant longtemps, et qui a fait beaucoup
pour l'avènement de ce qu'on pourrait appeler un printemps des festivals, parce que c'est la période à partir de laquelle, dans toutes les villes, des festivals commencent à se multiplier. Il y en avait avant, mais quand on fait le compte entre les années 80 et 2000, on se rend compte que le nombre de festivals a été multiplié au moins par 10. Partout, toutes les villes ont désormais leur festival. Et pour nous les Africains, c'est le moment de la world music. Donc, qui fait que j'insiste sur ce moment-là parce que des phénomènes comme Youssou N'Dour sont les effets de ce mouvement-là. Des phénomènes comme Alpha Blondy sont des effets de ce mouvement-là. Aujourd'hui, il faut se poser la question du point de vue culturel si les conditions d'existence d'un phénomène comme ces deux artistes, pour ne citer que ces deux-là, sont toujours possibles. Je veux dire qu'on ne devient pas Youssou N'Dour ou Alpha Blondy tant qu'on ne vend pas des disques à l'échelle, j'allais dire, internationale. Mais aujourd'hui, on ne vend plus des disques. Aujourd'hui, c'est le sinistre. Le marché du disque est sinistré. Il est en train de se redéployer, de définir de nouveaux modèles économiques. Mais c'est une période qui est très exaltante. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler cette période et indiquer que c'est une période qui a été propice à l'expression de la diversité et dire que si on veut étudier vraiment comment faire pour agir sur les ressorts de la diversité, il faut apprendre à bien comprendre ce qui s'est passé dans ces années-là pour mieux réarticuler le propos qui nous concerne aujourd'hui. Je ne peux pas le faire dans le cadre de l'exposé d'aujourd'hui, mais je voudrais juste considérer que ce que je vais faire peut être une introduction. J'ai dit tout à l'heure que le protocole sur la diversité culturelle était un plaidoyer en faveur de l'interculturalité. Interculturalité, pour moi, ça ne veut pas dire juste une juxtaposition des cultures. Je veux dire qu'on peut faire un festival, comme on en fait souvent, où on peut mettre un spectacle japonais à côté d'un spectacle irlandais, à côté d'un spectacle gambien. C'est pas mal, mais je pense que c'est mieux lorsque on a par exemple Peter Gabriel et Youssou N'Dour qui ensemble se rencontrent, travaillent à un disque et le produisent. Et que Youssou N'Dour invite Peter Gabriel à Dakar et que Peter Gabriel l'invite aussi à Londres et qu'ensemble ils fassent des tournées pour Amnesty International. Donc ce grand mouvement-là, quand je dis ça, ce n'est pas une fiction théorique, hein, c'est des choses qui se sont passées réellement et qui ont permis à des grandes manifestations qui parfois étaient sponsorisées ou soutenues par Amnesty International de circuler dans les grandes villes africaines avec une connexion de ce qu'on pourrait appeler des stars du monde occidental avec des stars africaines et pour faire le plaidoyer pour les droits de l'homme parce que en Afrique c'est aussi le moment où chacun apprend à bousculer son père fondateur, pour ne pas dire son dictateur, et c'est le moment où il y a aussi un approfondissement de la question démocratique dans nos pays, et je pense qu'on ne peut pas agir réellement sur la question de la diversité sans agir également sur la question de l'approfondissement de la question démocratique. Maintenant, quand on dit démocratie, on n'a pas dit multipartisme, hein, parce qu'on sait que plus ou moins tous nos pays se sont donné des régimes plus ou moins multipartisans. Mais maintenant, la question de l'expression au plan de la démocratie, on sait qu'il y a eu des avancées, mais il est indéniable aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes qui restent à résoudre. Et est-ce que la diversité culturelle peut y contribuer? J'y crois profondément. Maintenant, on n'aura pas le temps d'expliquer, mais je voudrais ajouter que la diversité suppose de considérer les cultures comme étant des trésors vivants. C'est vraiment dans le texte de l'UNESCO. Quand on a dit trésor vivant, on veut dire que le patrimoine, il n'a de sens que si on arrive à le conserver, à le promouvoir, et si on arrive à en faire une source d'inspiration. Donc, je pense que ce rapport que nous devons avoir avec nos patrimoines, y compris les langues, doit être un rapport vivant
Ça veut dire que ça doit être un rapport qui ne doit pas nous enfermer sur nos particularismes. Ça ne doit pas être un rapport qui doit nous amener dans des logiques de ségrégation. Ça ne doit pas être un rapport qui va nous amener à cultiver ce qu'on appelle les fondamentalismes. Alors, quand on dit que c'est des trésors vivants, je pense qu'on dit également que le patrimoine doit être respecté parce qu'il est respectable. Parfois même il faut le sacraliser, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas y toucher, qu'on ne doit pas procéder à de nouvelles remises en scène. Je n'ose pas dire qu'il faut les désacraliser, mais je me pose parfois la question, tout simplement parce que quand on fait l'histoire des cultures, l'histoire de l'art, on se rend compte que les premiers moments où les cultures africaines ont eu droit à une sorte d'expression sur les hautes scènes de la culture dite mondiale, sont des moments où des masques qui parfois ont été volées dans les hôtels, dans les couvents des pays africains, ont été volés, ont été arrachés. Je pense que tous ceux qui ont lu Michel Derrida dans l'Afrique tantôt savent les conditions dans lesquelles certains des masques qui sont au Quai Branly aujourd'hui se sont retrouvés là. Parfois, c'est vraiment des conditions où on a arraché de manière violente, avec parfois même un fusil pointé sur le propriétaire du masque. Mais ce faisant, on les a désacralisés. Alors, je ne dis pas qu'il faut applaudir devant ce fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite de l'événement. Ces masques arrivent maintenant en France dans les conditions que je viens de décrire, et ils se retrouvent chez des marchands qui les achètent. Ils se retrouvent aussi dans les ateliers des artistes. Et progressivement, ce qu'on appelle l'art moderne, avec le mouvement qui va être animé par des gens comme Picasso, qui est installé à Paris, et avec tous les protagonistes de ce mouvement-là, ils vont ouvrir le regard occidental sur cet art-là, et ils vont commencer à plaider pour une excellence, non seulement de cet art, mais de tous ceux qui ont fait cet art, en disant le mot que Senghor nous a appris à retenir. En fait, ces Africains, ceux qu'on appelle des nègres, ils ne peuvent pas produire des objets aussi beaux et puis être considérés comme des sauvages. On ne peut pas être sauvage et produire des objets aussi élaborés, aussi sophistiqués. C'est déjà la thèse de Frobenius. En Allemagne, il y a des gens comme Karl Einstein qui également mènent ce débat. Et c'est progressivement par le fait qu'il y aura un plaidoyer autour des objets qui ont été désacralisés, mais qui sont remis en scène et qui entrent dans la peinture occidentale. C'est très intéressant d'ailleurs à étudier ce passage d'un moment sculptural à un moment complètement culturel. Je vais dire que les sculptures qui entrent dans les ateliers de Picasso et de tous les artistes de cette période sont des sculptures. Mais ils n'entrent pas dans l'art occidental en tant que sculpture, ils entrent en tant que peinture. Donc ce passage aussi me paraît intéressant à analyser. Mais ce qui est important, c'est de considérer que l'assomption, la réception qui est faite de ces objets qui appartenaient au domaine du sacré, c'est une assomption profane, c'est une réappropriation esthétique. C'est pour cela que je disais que dans la remise en scène, il y a une nécessité de la remise en scène qu'il faut opérer lorsque nous voulons considérer que la diversité est un impératif pour permettre au trésor de notre patrimoine de vivre et de vivre. Nous devons donc apprendre qu'il y a un travail de diversification de la mise en scène qui est indispensable. Je pourrais multiplier les exemples. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sculpture et de la peinture, mais je pense que cette expérimentation de la nécessité de considérer qu'il faut une remise en scène, il faut reproduire les conditions d'émergence des arts pour arriver à négocier leur excellence et plaider pour la diversité. Je pense que l'examen du dessin des musiques noires aussi permet de faire cette analyse. Si vous prenez une forme musicale comme le jazz, tout le monde sait que les origines, on admet que les origines sont partiellement ou en grande partie des origines africaines,
Mais on admettrait également que ses origines, ou disons les ingrédients qui vont permettre de le concocter et d'en faire un produit qui va faire le tour du monde et aujourd'hui être adopté par tous, hein, il y a une partie de la culture occidentale qui permet cette synthèse, cette diversification et qui va permettre au jazz de devenir cette musique qui va aider aussi à la réception et au respect dû à l'homme noir parce que la revue nette de Joséphine Becker, tout le Paris de Saint-Germain des Prés qui se met en place au détour après la guerre, la Seconde Guerre, tous ces phénomènes-là sont des mouvements qu'on ne peut pas analyser seulement en considérant que les arts, le patrimoine doit rester où il se trouve, il doit être présenté dans les conditions, j'allais dire, initiales, sans risque, j'allais dire, de changement. Moi, j'ai choisi le terme de mise en scène. Je donnerai un dernier exemple par rapport à cette exigence de, j'allais dire, de changement. Au Massa, à l'édition, je crois, de 1997 du Massa, avait été sélectionné un groupe de Pygmées dit Aqua, qui venait de Centrafrique. C'est des gens qui ont une musique polyphonique très très évoluée sur laquelle d'ailleurs Pierre Akedege va travailler, Réléma également va travailler. C'est une polyphonie qui est véritablement surprenante parce que pendant longtemps les gens ont pensé que ce type de musique n'existait pas dans le registre africain. Donc ils sont sélectionnés et puis ils viennent au Massa. C'est des gens qui n'ont jamais joué sur une scène à l'occidental. Et on les met sur une scène qui est celle de l'Hôtel Ivoire, qui est jusqu'à présent, encore aujourd'hui, l'une des scènes les plus de tout Abidjan, avec des milliers de projecteurs. On allume la scène. Il y a tellement de lumière qu'ils sont complètement éblouis. Ils ne savent pas comment commencer le spectacle. Ils se regardent, ils ne savent pas comment faire. Parce que les conditions de la remise en scène ont été trop brutales. C'est-à-dire, on les aurait mis sur scène dans une semi-obscurité, puis laissé monter un peu la lumière progressivement au fur et à mesure qu'ils commençaient leur performance. Ils n'auraient pas connu ce choc initial. Mais ça a pris le temps qu'il a fallu. Et bien, quand ils ont fini par s'habituer à la lumière, ils sont entrés dans leur production, ils ont retrouvé en quelque sorte leur pas, leur marque, et ça a été puissant. Après, ils ont fait le tour du monde avec leur spectacle. C'est pour cela que si on les avait laissés, si on n'avait pas pris le risque de ce choc, même si on ne s'est pas donné les moyens de l'amoindrir, on n'aurait pas permis à ce groupe-là de faire le tour du monde et de vivre de ce qu'ils savaient faire et puis de mettre, j'allais dire, à jour les conditions même de la scénographie globale de nos spectacles, de nos cultures et toutes les conséquences que c'est. C'est pour cela que j'insiste sur la question du trésor vivant. Il y a des risques qu'il faut prendre. On ne peut pas prendre, on ne peut pas rendre, on ne peut pas procéder, encourager, entretenir la vitalité de notre patrimoine si on ne prend pas des risques en matière d'innovation. Le deuxième élément que je voudrais, disons l'autre élément que je voudrais mettre en avant ici, c'est que la diversité suppose la reconnaissance de l'altérité. L'altérité, non pas seulement de l'altérité de l'autre. Il ne s'agit pas seulement de dire l'autre il est différent de moi en couleur, en taille, en genre. Il s'agit également de reconnaître l'altérité en moi-même. De comprendre que ce que nous appelons nos cultures, notre patrimoine, c'est souvent le résultat d'un long cheminement interne. Les langues sont vraiment le reflet vivant de cette évolution qui nous traverse tous et qu'on ne voit pas passer. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que les identités, ce qu'on appelle les identités, sont des réalités mouvantes, des réalités dynamiques, et donc les identités sont elles-mêmes des entités plurielles. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Amadou en Pateba, et il me disait qu'il y a des jours où, quand sa mère voulait lui adresser la parole,
elle lui demandait, Amadou, je voudrais te parler, mais j'aimerais savoir lequel des Amadou en ce moment est en toi. Parce que dans Amadou, il y a plusieurs Amadou. Et Amadou Ampateba lui-même, il disait, parce qu'il a eu la chance d'être le copain, il disait à telle période, on va faire une fête. Vous vous invitez, vous arrivez, vous commencez à manger, et puis à un certain moment, vous sortez le surnom de votre camarade du temps où vous étiez au lycée. Et puis il dit, ah non, on m'appelle plus comme ça, arrête de m'appeler comme ça, il se fâche. Il ne veut plus jouer le rôle qu'il jouait avant, et les gens dont vous êtes moqués tout le temps quand vous étiez lycéen, parfois c'est eux qui ont mieux réussi que vous, ils n'admettent plus qu'on continue à les railler comme on les raillait. Ils ne veulent plus leur ancien nom. À quoi ça sert de se retrouver entre anciens si on ne veut pas utiliser nos anciens noms? Mais à quoi ça sert aussi de se retrouver si on ne reconnaît pas qu'on a accompli un chemin et qu'aujourd'hui chacun de nous est une nouvelle personne qui respecte son histoire, mais qui ne veut pas être prisonnier de certains stéréotypes. Donc les sociétés sont plurielles. Les hommes sont pluriels, mais les sociétés aussi sont plurielles. Et quand nous parlons de diversité, il y a à voir avec cette pluralité. Donc il y a des lignes de fracture qui sont à l'intérieur de cette société. Donc il faut reconnaître cette pluralité et considérer que, moi je suis bien placé pour vous en parler, la Côte d'Ivoire, on a connu une grande crise qui était liée à la question des identités, de la manipulation des identités. Et on a eu beaucoup de mal à apprendre aux gens que la nation, ce n'est pas une juxtaposition d'ethnie. Et que l'être national, l'être citoyen, le citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui appartient à une ethnie. Nous tous, vous qui êtes vous qui habitez la diversité, vous savez tous ce que ça veut dire. Moi, on a tous des parents ou des enfants qui sont canadiens, qui sont français. Mais ils ne sont pas français parce qu'ils sont gascons ou ils sont corses. Ils sont français parce qu'il y a un lien particulier entre eux et l'État et la nation française. Ils n'appartiennent à aucune communauté de base de la France. Au plan historique, nous sommes à Blois ici, dans un fief où il va se trouver des gens, il doit se trouver des gens pour dire que c'est nous le noyau de la France. D'ailleurs, quelqu'un me l'a rappelé hier en disant ce qu'on appelait la France au départ, c'est ici. Quand la France se limitait, je crois qu'ils m'ont expliqué jusqu'à la Bourgogne, c'était ici la capitale. Et je pense que ça a justice de le dire. C'est vraiment un patrimoine dont il faut se féliciter, mais c'est un patrimoine historique avec lequel on travaille pour aller vers plus de diversité. Donc je pense que je ne sais pas si je n'ai pas dépassé le temps de parole que j'ai. Évidemment, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ce que j'avais à dire. Je voudrais quand même dire un mot des aspects de développement et d'éducation. Je pense que montrer le spectacle, la diversité, donner lieu à l'expression de la diversité dans l'espace public, c'est un travail d'éducation. Je veux dire que les enfants et même les adultes qui vont voir les spectacles venus d'Afrique dans l'espace public ouvert dans le cadre de ce festival seront mieux aguerris, mieux préparés à accepter la diversité au quotidien, parce qu'ils comprendront un peu mieux que les gens avec lesquels ils cohabitent sont des producteurs de culture qui sont parfois très forts, très sophistiqués. Mais indépendamment de cela, je voudrais insister sur le rôle que les diasporas jouent dans le développement culturel en Afrique. On sait que ce rôle a été bien documenté au plan économique, mais je voudrais témoigner du fait que lorsque nous avons commencé à ouvrir la Biennale de Dakar à sa dimension internationale, qui nous sont arrivés et qui permettaient de mieux assumer la problématique de ce qu'on appelait l'art contemporain, nous venaient des artistes africains qui vivaient en France, en Allemagne, aux États-Unis. Parce que c'est eux qui comprenaient les nouveaux codes par rapport auxquels on essayait de redéfinir notre biennale. C'est eux qui arrivaient à rentrer des dossiers dans les conditions optimales. Et ils ont beaucoup contribué à mettre la biennale au niveau souhaité. À telle enseigne qu'à un moment, la question s'est posée pour nous, est-ce que
finalement on va seulement prendre des artistes de la diaspora pour faire notre biennale. Est-ce qu'on va faire ce que on fait déjà au football, c'est-à-dire qu'à 90% les équipes qui vont partir à la Coupe du Monde sont des Sénégalais de l'étranger. C'est des Sénégalais qui jouent tous dans les grands clubs en Afrique ici. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour la culture? La réponse a été non. Peut-être qu'au football, ça se justifie, encore que ça peut se discuter. Mais au plan de la culture, on pense qu'il est important d'avoir des Africains de la diaspora en grand nombre dans nos sélections, mais il est également important de donner aussi des chances à des artistes vivant sur le continent, qui se battent sur le continent, pour ne pas que les gens comprennent, les gens finissent par se dire que pour entrer dans la sélection de la Dakar, il faut vivre en Europe. Donc on a réglé ce problème en disant qu'il y aura une grande proportion, hein, mais on ne va pas donner cette impression, et je pense que c'est un débat qu'il faut continuer. Maintenant, je voudrais également saluer le rôle de développement de certains de ces artistes. Au Sénégal, il y a le cas de Mansour VI, que vous connaissez, qui a, avec le revenu qu'il a eu, il a ouvert un musée vers la Sorbonne, en tout cas, je crois que c'est plutôt à la Sorbonne. Et Barthélemy Togo a fait la même chose avec Venue Station. Et les exemples sont nombreux d'artistes qui, à partir d'un certain seuil de compétences et de reconnaissance, ressentent la nécessité de repartir vers les pays d'origine et de faire des œuvres de développement. Et ce problème des diasporas, c'est aussi un problème interne à l'Afrique. Si vous allez dans un pays comme le Burkina aujourd'hui, vous verrez que tous les promoteurs culturels sont des gens qu'on appelle des diasporas, qui étaient souvent des Burkinabés nés en Côte d'Ivoire, qui sont repartis au Burkina à l'occasion, je ne dirais pas à la faveur, à l'occasion de la crise ivoirienne, qui ont dû partir et qui là-bas ont commencé à développer des initiatives et à se coordonner. Ils constituent aujourd'hui une classe sociale. Hein. On dit des gens, c'est des diasporas, en disant, bon, c'est des gens qui sont nés à l'extérieur et qui reviennent aujourd'hui, mais qui sont venus, les gens reconnaissent leur dynamisme. Au total, je voudrais dire que je pense que la diversité, c'est une notion pour laquelle il faut se battre, mais il faut se battre en considérant que ce qui importe, c'est les rapports transversaux. Et que c'est très bien de faire des baptêmes sénégalais de Blois ou sénégalais de Paris, mais c'est encore mieux quand on fait des mariages entre sénégalais et camerounais ou brassavillois, et c'est encore mieux lorsque on se donne les moyens d'entrer, de faire des mariages avec les communautés françaises, et au lieu de nous enfermer seulement les week-ends dans des réunions entre ressortissants des régions, il faut se donner aussi dans notre agenda les moyens de sortir pour aller vers les Français. Et je pense que c'est comme ça que nous allons nous-mêmes enrichir notre présence ici et nous permettre de travailler à ce que la diversité que nous voulons devienne une chance pour nous. J'insiste là-dessus parce que, comme vous le voyez, j'ai essayé de parler en français. Et nous sommes tous des francophones. Et l'enjeu de la francophonie aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens hors de France, beaucoup plus nombreux que les Français, qui se sont appropriés la langue française. On la parle comme on la parle, mais désormais le sens de cette chose qu'on appelle le français n'est plus en France. Le sens de la francophonie n'est plus en France. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si les Français se considèrent comme des francophones, il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, nous pensons qu'on a un héritage commun dont le point central a été pendant longtemps Paris et les grandes villes où nous sommes, mais de plus en plus ce que nous essayons de faire, c'est de donner toutes nos chances aux dynamiques très fortes qui sont en train de se mettre en place à l'intérieur de toute l'Afrique, de Brazzaville à Dakar,
mais de Dakar jusqu'à Niamey, pour qu'ensemble nous apprenions à construire un monde meilleur, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, comme tout à l'heure, Mme Beau l'a dit. Je suis désolé, je crois que j'ai dépassé les 15 minutes que j'essayais de me partir, mais ça a été un peu mon privilège. Je vous prie de m'en excuser. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense que c'est le moment peut-être de faire réagir le public qui est venu effectivement d'abord vous écouter, mais aussi donner leurs impressions. Et je m'avais directement donné la parole au public d'abord, et après peut-être on reviendra sur les réponses avec le professeur. On ne va pas être trop long parce que nous avons un spectacle culinaire qui démarre dans quelques minutes, mais rien n'empêche que les gens soient quand même au rendez-vous, parce que c'est pour cette raison qu'on est là. La parole est à celui qui la veut pour l'instant, en attendant, parce que je vais devoir aussi donner formellement la parole au consul et aussi à M. Badoussao directement. Mais la parole est à celui qui la veut d'abord. Merci. Donc, vous pouvez vous présenter. Venez en micro, D'accord, si vous ne voulez pas. Alors moi j'habite dans la tour, là, il y a beaucoup d'Africains et Africaines. Et moi ce qui me désole, c'est que ils ne se fréquentent pas ensemble. Les Soudanais sont ensemble, les Sénégalais sont ensemble, Togo ensemble. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas, qu'ils viennent pas, ils ne se rassemblent pas, qu'ils ne font pas la fête ensemble, enfin, voilà. Ils ne mangent pas ensemble, ils ne sont pas ensemble là. Alors si là déjà ils n'arrivent pas à se rassembler, comment faire? D'accord. Comment faire? Parce qu'il y a 8 jours, j'étais à une soirée sénégalaise. Alors, il s'appelle Samba, il est sénégalais. Alors, sa femme me dit, ben, on n'a qu'à mettre africaine, soirée africaine. Il a dit, non, on met soirée sénégalaise. Il y a eu très peu de monde, évidemment, puisqu'il y a à peine 100 personnes sénégalaises sur Blois. Voilà. Et il y a une autre dame aussi qui a répondu, non, nous ne pouvons pas être ensemble parce que nous ne mangeons pas la même chose. Ben, c'est idiot, parce que... Voilà. Alors comment faire? Parce que si vous, entre vous, vous n'arrivez pas à être ensemble, alors les blancs, les noirs, ça pose déjà des problèmes. Voilà. Ça, ce serait bien. Et deuxième question, c'est la littérature. Vous avez parlé beaucoup de musique, mais la littérature africaine, elle a beaucoup de mal, moi je trouve, parce que je lis beaucoup la littérature africaine, et dans les librairies à Blois, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Parce que nous apprenons beaucoup aussi par la littérature. Merci madame. Donc on va prendre une deuxième question. Merci, ouais. C'est une excellente question. Oui, parole. Moi j'aimerais juste répondre à la première question. Vous répondez? Et poser une question simple, disant que si on prend des Allemands, des Suisses, des Irlandais, on le met dans le même quartier, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble pour faire des choses ensemble? C'est ça ma grande question, parce qu'on a tendance à dire que les Africains, parce qu'ils sont noirs, ils sont censés se mettre ensemble. Et comme si on disait les Européens, parce qu'ils sont blancs, ils vont tous se mettre automatiquement ensemble parce qu'ils sont allemands, suisses, irlandais ou anglais. Ah non, mais je peux pas Oui, donc tout à fait. Donc je pose la question parce que poser cette question dans ce sens-là remet les choses dans leur place. Parce que si on dit que les Sénégalais et les Aïrois se voient pas ensemble, bah, ils ont des bonnes raisons. Ce sont des Sénégalais et des Aïrois. Comme les Allemands et les Anglais, et bah, par divers connivences, ils vont se voir. Par diverses divergences, ils vont pas se voir. Et penser dans cette pensée-là de dire que un noir doit automatiquement avoir un noir, bah non. Parce qu'un blanc ne va pas automatiquement avoir un blanc. Moi, j'habite dans une tour où nous sommes tous habités dans la même tour. Oui, tout à fait. Mais comme on est tous divers, c'est en allant se voir en étant divers, mais pas en allant se voir en étant d'une couleur ou d'un pays. Parce que le continent africain, c'est un continent, mais pas un pays. Après, c'est ma réponse, mais bon, d'autres pourront répondre à ma place. Je crois que ça dépasse. Merci Farol. Donc, c'est pas un débat ouvert, c'est un débat qui va être très contrôlé parce qu'il y aura le professeur qui va répondre. Donc, toutes les questions lui sont adressées et l'ensemble aussi donc du panel qui est sur la table. Donc, ça va être quand même quelque chose de très contrôlé. Merci beaucoup. Si vous avez la parole. Non, je disais, on dépasse le cadre seul de la diversité, mais la première base du voisinage. Qu'est-ce qu'on entend par le voisinage?
Est-ce que le voisinage est transversal? Est-ce qu'il atteint aussi l'interculturalité, etc. Ça, c'est des questions qu'on se pose tous, dans nos tours, dans nos pavillons, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos... Voilà, ça c'est... Voilà. Mais j'ai pas de réponse, hein. Puis je pense que personne ici n'en a. Merci. Merci. Et on parle d'une dernière question. On donne la parole au professeur et après on revient à une deuxième et dernière question, si vous voulez. Merci. Bon, merci beaucoup. En tant que peintre, en tant qu'artiste, en tant que porte de voix, je vais intervenir de cette dame, ce qu'elle a dit, et de ce monsieur, quoi. C'est ça ma base d'inspiration, parce que moi je m'inspire sur la mondialisation, l'humanisme. On est tous des frères, on est tous des humains. Mais c'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent, c'est par rapport à la culture. Chacun a sa culture. C'est par rapport à l'intégration. C'est pour cela, cette toile, ça parle de nouvelle ère. Parce que on va vers une nouvelle ère. On va vers l'intégration. On va vers la paix. On va vers la compréhension. Donc c'est ça qu'on doit mener pour un monde meilleur, pour un monde de paix. Mais vous, tout ce que vous disiez, c'est pas méchant, mais c'est une question de, comment dirais-je, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. J'en profite pour faire la parenthèse, parce que ce n'est pas une parenthèse, mais c'est important parce que je ne voulais pas le présenter, parce que je ne voulais pas créer deux points d'attraction, parce qu'il y avait les conférenciers et Pape Gorosek alias Goethe, qui est un artiste peintre, donc qui fait ce qu'on appelle la performance. Donc sa performance est tirée de la thématique de ce que nous sommes en train de faire, qui est l'expression de la diversité culturelle. Son œuvre s'intitulera La diversité culturelle et restera pour aussi le festival mixte à la fin. Merci beaucoup. La parole est à j'avais dit une dernière intervention, et je remets une dernière intervention avant de donner la parole au professeur. Merci. La parité. Ah, la parité, je cherche aux femmes, la parité, les femmes. De quel côté les femmes qui demandent? Voilà. C'est qui l'a demandé la parole? Ah, j'avais vu une fois. Ah, pardon, c'est bon. C'est la parité qui m'a... Oui, tout à fait. J'accompagnais cette parité. En tout cas, nous remercions les organisateurs, d'autant plus que l'expression de la diversité culturelle, facteur d'intégration, d'éducation et de développement, c'est vraiment, ça ne doit pas être un fin mot. Et je salue tout le travail qui est fait par le Centre D. Monsieur a fait un exposé, je crois, extrêmement important. Ce que font le Centre D, l'accompagnement des projets, l'accompagnement au niveau international, au niveau des missions qui s'opèrent et tout ça. Je crois que la diversité doit être vécue en termes de complémentarité. Je crois que le métissage n'est pas que physique, le métissage il est culturel. Et les apports des uns et des autres doivent constituer une voie que nous devons suivre pour le mieux vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup pour cette belle intervention, contribution. Donc je vais remettre la parole à la table pour une réponse à ces interpellations, questions, avant de remettre la parole tout à l'heure à M. le Consul. Et une conclusion finale pour finir, effectivement, professeur, cette rencontre échange. Merci. Bon, c'est difficile de conclure de manière, j'allais dire consensuelle, hein, parce que je pense que le problème que nous discutons est un problème passionnant et parfois même passionnel, mais qui a à voir aussi avec la question des préjugés. Les préjugés que nous avons sur nous-mêmes et que nous avons sur les autres, et puis les préjugés que les autres ont sur nous et sur eux-mêmes. Je pense que moi j'ai vécu en France. Je suis resté trois ans d'affilée en France. Et je sais que la question du voisinage, je pense que monsieur a vraiment raison de poser cette question. Je me suis senti vraiment en France le jour où j'ai eu des voisins avec lesquels je parlais. On était sur le même palier pendant longtemps, on ne se parlait pas. Et j'allais à la fac, je pouvais faire une journée entière sans parler à quelqu'un. C'est-à-dire, juste quand quelqu'un attrapait la porte d'entrée du métro, je lui disais merci, merci. Au restaurant, je dis merci, merci. Et je viens un peu comme la serveuse qui, dans son délire, quand elle est malade, elle dit merci, merci, au revoir, merci, au revoir. Il y a beaucoup de cas qui ont été révélés comme ça. Mais à partir du moment où, à un certain moment,
au lieu que je prenne mes voisins comme des gens qui me suspectaient. Ça arrivait d'ailleurs à un jour où il y a eu un vol dans l'immeuble. Je pensais que tout le monde aurait dit que c'était moi le voleur. J'avais rien volé, mais j'étais prêt à assumer ce préjugé. Vraiment, j'étais la victime, pour moi, j'étais la victime toute désignée. Et une voisine que je croyais m'être très hostile est la première personne qui m'a dit « Je les ai vus, les voleurs, je les ai vus ce matin, ils sont venus à l'immeuble. » À partir de ce moment, ça a créé une sorte de lien entre nous. Et on n'entrait pas parce que c'était des chambres trop petites pour entrer, mais sur le palier, on discutait et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir d'autres adresses où je pouvais aller. Quand j'avais un problème à résoudre, on me donnait des conseils et à partir de ce moment, je me suis retrouvé dans un deuxième type de confort. Parce que la question que vous posiez tout à l'heure, les Togolais qui s'invitent entre eux, c'est aussi une recherche de confort. Si toute la journée, tu n'as pas parlé à quelqu'un, toute la semaine, tu n'as parlé à personne, le week-end, vraiment, tu te relaxes en parlant. Je ne sais pas comment il s'appelle, le pape polonais qui parlait 7 ou 8 langues. Voilà. Donc, il expliquait que le soir, quand il rentrait, quand il avait fini sa journée, il avait fait venir un de ses amis de Pologne. Le rôle de cet ami, sa fonction, c'était qu'il s'asseyait et parlait polonais. Parce que la journée avait été très longue, un peu comme certains fument une cigarette pour terminer la journée. Lui, il discutait polonais en polonais avec son ami. Donc, c'est très important d'avoir aussi ce repos dans les langues, ce repos dans les cultures, dans les sensations, etc., etc. Mais ce qui est triste, c'est de ne pas en sortir. De venir en France et puis pendant 20-30 ans, tu continues à ne manger que ce que tu as l'habitude de manger et de t'enfoncer toi-même dans une sorte d'identité qui est complètement factice sans prendre le risque d'aller à la rencontre de l'autre. Donc je terminerai par un mot d'un philosophe français qui s'appelle Georges Buzov qui dit que toute rencontre consiste à prendre le risque de nous disloquer, de nous recomposer. Je pense que c'est un risque vraiment que chacun doit prendre. Ne pas avoir peur, j'allais dire, de ces premiers effets de dislocation parce que la recomposition viendra nécessairement après. Donc je nous souhaite à tous de nous recomposer pour le meilleur de nous-mêmes et de nos sociétés. Merci professeur. Donc je vais donner la parole à M. Badoussou de la DSE, donc aussi de Bédo Bokoyakar, qui est venu effectivement avec sa délégation participer à cette rencontre-échange sur la diversité. Donc lui aussi, quelqu'un qui connaît normalement très bien cette question de la diversité parce qu'il est au cœur effectivement de la diaspora sénégalaise ici en France dans tout ce qui concerne cette recomposition dont le professeur vient de parler. Monsieur Sow, donc la parole vous revient. Bien, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer les conférenciers et de remercier aussi la délégation qui m'accompagne. Monsieur le conseiller également. Donc pour ce thème qui est très riche, pour moi, je dirais tout à l'heure par rapport à la rencontre, c'est extrêmement important que les gens puissent tout simplement prendre ce risque dont venait de parler le professeur. J'en parle beaucoup plus aisément parce que tout simplement nous sommes une association qui regroupe d'abord des Sénégalais. Je dis d'abord parce qu'après on élargit, ce sont des Africains et ensuite c'est tout le monde. Et dans ma profession de tous les jours en tant qu'enseignant, je le vois parce qu'au départ il y a une méfiance, mais au-delà de la méfiance, il y a une confiance qui va s'instaurer. Et cette confiance-là qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir cheminer ensemble, de pouvoir avancer. Et cette confiance, il faut d'abord connaître l'autre. Connaître l'autre, c'est accepter de savoir tout ce qui se passe au-delà de cette personne que vous voyez, c'est-à-dire sa culture. Voir ce qu'il est capable de faire. Parce que toute personne a une certaine compétence, a quelque chose, à ses origines, il peut apporter quelque chose. Nous sommes dans la mondialisation.
Et la mondialisation ne peut pas dire tout simplement la consommation des uns et la production des autres. Tout le monde doit produire, tout le monde doit consommer. Et si tout le monde produit, et que c'est un rendez-vous tout simplement d'y donner et d'y recevoir. C'est comme en termes économiques, l'offre et la demande. Et à partir de ce moment-là, tout un chacun ne repartira pas, certes, avec tout ce que l'autre a donné, mais prendra tout simplement ce qui l'intéresse, qui pourrait l'enrichir. Et tout un chacun d'entre nous a quelque chose qui peut enrichir l'autre. Et je pense qu'en fonctionnant comme cela, on pourra avancer. Je vous remercie. Merci Badou. Je ne vais pas le tirer parce que c'est quand même une contribution par rapport à ce qui vient de se dire tout à l'heure. Et ça se reflète sur effectivement l'organisation que vous dirigez, qui est la DSE. Mais je m'en vais juste aussi, je dirais, élargir en donnant la parole à son Excellence le Consul, qui est venu, quand je dis le Consul, c'est en tout cas d'une façon honoraire, la personne qui représente en tout cas toutes les personnes qui sont sénégalais et qui a en charge effectivement leur vie au niveau de la France. Donc cette question qui parle de l'intégration l'interpelle à premier niveau. C'est pour cette raison qu'effectivement nous justifions sa présence ce soir ici à l'occasion donc de cette conférence la diversité culturelle. Je m'en vais lui donner la parole. Je le consulte. Merci beaucoup Nat. Je voudrais tout d'abord saluer le conférencier pour son intervention qui est vraiment exceptionnelle, qui a permis de revisiter, on peut dire, l'historicité de la culture de façon générale, parce que vous avez vraiment parcouru le monde. Saluer aussi les membres de votre association pour cette belle initiative d'avoir organisé une rencontre de ce niveau où tout le monde peut venir avec une position et repartir avec autre chose, parce que ça permet des uns et des autres de savoir que voilà, les choses doivent bouger et doivent bouger obligatoirement. Je voudrais aussi saluer le maire, même s'il n'est pas présent, ou son représentant, pour tout ce qu'ils font pour les associations. Parce que la vie associative est devenue très très difficile en France. Les budgets, j'ai entendu monsieur qui parlait de son association et des emplois qu'il a pu créer. Je sais que c'est devenu de plus en plus difficile parce que tout simplement les budgets commencent à... Voilà, on essaie de revoir les budgets autrement. Que ce soit au niveau de la coopération décentralisée, que ce soit au niveau des échanges internationaux. Je sais que c'est devenu difficile, c'est pour cela que je vous encourage, parce que le travail de bénévolat ne peut pas être rétribué. Et vous le faites pour vous, je sais que c'est un sacrifice, parfois c'est un sacerdoce pour vous. Et je voudrais vraiment vous remercier et insister là-dessus, parce que vous faites énormément de bonnes choses pour une cause qui est noble. Je voudrais aussi, à l'attention du professeur, saluer Madame Beau pour son intervention. Vous avez évoqué de politique publique, vous avez parlé de la Biennale de Dakar. La question que je vous pose toujours au niveau de nos pays, c'est la culture, oui, mais la culture pour l'économie. Parce que nous portons, en tout cas peut-être limité par rapport à nos budgets, mais pourquoi aujourd'hui on ne fait pas de la culture tout simplement un levier économique, de développement économique? Certains le font, mais ça reste encore. Ça reste encore. Et quels sont les freins? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion par rapport à ça? Je terminerai par remercier la communauté sénégalaise de façon générale, parce que hier j'étais dans une activité, aujourd'hui c'est devenu mon quotidien, le quotidien de l'ambassadeur. Nous avons une communauté sénégalaise qui est très intégrée et c'est ce que nous leur disons. Nous souhaitons que la communauté sénégalaise puisse être élue dans les localités où ils sont, parce que c'est un signe d'intégration. On ne peut pas être dans une localité et rester dans son coin. Ça ne sert à rien, il faut s'intégrer. Nous sommes dans un contexte très difficile. Et malgré tout ce que nous disposons d'outils de communication, mais jusqu'à présent, on se rend compte que quand même qu'il y a des frontières. Et l'intégration permet aujourd'hui d'enlever ces frontières. Vous avez évoqué le vivre ensemble.
qui est aujourd'hui, quand même, dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un levier important de pouvoir vivre sereinement. Vous avez évoqué tout à l'heure, professeur, des suspicions. Le vivre ensemble permet tout simplement d'éradiquer ça. Et nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ensemble. Merci. Merci, Excellence. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que la question de la culture comme levier économique fait partie aussi des pistes de réflexion du professeur. Il va y revenir tout à l'heure, peut-être pour ces mots de clôture et je dirais de conclusion. Je voudrais peut-être, si le directeur Choukri était là, peut-être parce que souhaitais qu'il prenne la parole, mais tout compte fait, je vais directement remettre la parole au professeur pour une conclusion définitive et finale, pour un dernier mot. Donc voilà, madame l'ambassade, donc pour une clôture, donc voilà. Donc la parole est en préséance dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc voilà. Donc madame Beau, la parole vous revient. Merci. Dans le cadre de la parité, je vais jouer pleinement la parité. Alors moi, en mot de conclusion, j'aimerais juste dire que mieux vivre ensemble, c'est pas forcément gommer nos différences, parce que nous sommes aussi riches de nos différences, et la planète est intéressante parce que justement on peut s'enrichir de ces différences. Donc ça,